Professeur, nous avons présenté les données la dernière fois. Il s'agit de variables macroéconomiques qui peuvent être utilisées pour prévoir l'économie en termes de croissance et de facteurs tels que l'inflation ou le chômage. La note d'étude analyse 3 de ces séries chronologiques économiques, le taux de chômage, le taux des fonds fédéraux et une mesure de l'IPC, indice des prix à la consommation. Lorsque l'on ajuste le modèle vectoriel autorégressif à ces données, il s'avère que les racines du polynôme caractéristique sont 1,002, puis 0,9863. Vous vous souvenez que lors de notre discussion sur les modèles vectoriels autorégressifs, il y a une équation caractéristique sous forme de matrice, dont le déterminant est identique à celui du modèle autorégressif univarié. Et pour que le processus soit inversable, les racines du polynôme caractéristique doivent être inférieures à 1 en magnitude. Dans cette implémentation du modèle vectoriel autorégressif, les racines caractéristiques sont les inverses des racines caractéristiques dont nous avons parlé. Quoi qu'il en soit, cet ajustement particulier du modèle vectoriel autorégressif suggère que le processus n'est pas stationnaire. Il faut donc envisager d'autres séries pour modéliser ce processus comme une série temporelle stationnaire. Mais en termes d'interprétation du modèle de régression, on peut voir, pour tenir compte de la non-stationnarité, nous pouvons prendre les différences de toutes les séries et ajuster le vecteur autorégressif à la série des différences. Ainsi, une façon d'éliminer toute non-stationnarité et les modèles de séries temporelles, fondamentalement, et d'éliminer l'aspect de marche aléatoire des processus, est de 2. Modéliser les premières différences. C'est ce que nous avons fait avec cette série. Voyons voir. Voici un graphique des propriétés des séries temporelles des différentes séries. Donc, avec notre série originale, nous prenons les différences et 3. Éliminer les valeurs manquantes dans ce codère. Cette fonction d'autocorrélation nous montre essentiellement les corrélations et les autocorrélations des séries individuelles et les corrélations croisées entre les différentes séries. Le long des diagonales se trouve donc la fonction d'autocorrélation. Et on peut voir que chaque série est en corrélation avec elle-même. Mais au premier décalage, la corrélation est positive pour les fonds fédéraux et l'IPC. Il y a également des corrélations croisées qui sont fortes. Et le fait qu'une corrélation soit forte ou non dépend du degré d'incertitude de notre estimation de la corrélation. Ces lignes en pointillés correspondent à plus ou moins 2 écarts types du coefficient de corrélation lorsque celui-ci est égal à 0. Toute corrélation dépassant ces limites est donc statistiquement significative. La fonction d'autocorrélation partielle est représentée ici. Et disons que notre problème de série temporelle passe par une discussion sur les coefficients autorégressifs partiels et l'interprétation de ceux-ci. Les coefficients autorégressifs partiels sont la corrélation entre une variable et le retard d'une autre variable après avoir expliqué tous les retards de degré inférieur. Il s'agit donc de la corrélation supplémentaire d'une variable avec un terme de retard existant. Ainsi, si nous ajustons des modèles de régression dans lesquels nous incluons des décalages supplémentaires d'une variable donnée, ce lot partiel de coefficients de corrélation est essentiellement la corrélation associée à l'ajout de la dernière variable décalée. Ici, nous pouvons donc voir que chacune de ces séries est assez fortement corrélée avec elle-même. Mais il existe également des corrélations croisées avec, par exemple, le taux de chômage et le taux des fonds fédéraux. Fondamentalement, le taux des fonds fédéraux a tendance à baisser lorsque le taux de chômage augmente. Ces données indiquent donc l'association entre ces variables macroéconomiques et la preuve de ce comportement.
Pour modéliser les relations structurelles réelles entre ces variables, nous avons besoin de plusieurs, jusqu'à environ 10 ou 12 variables de plus que ces trois-là. Il est alors possible de mieux comprendre les moteurs des différentes caractéristiques macroéconomiques. 4. Mais cela illustre l'utilisation de ces méthodes dans le cas d'une variable réduite. Permettez-moi également de commenter le taux de chômage ou le taux des fonds fédéraux. Lorsque l'on ajuste ces modèles vectoriels autorégressifs avec les progiciels qui existent dans R, ils nous donnent des résultats qui fournissent la spécification de chacun des modèles autorégressifs pour les différentes variables dépendantes, les différentes séries du processus. Voici donc le modèle de régression des Fed Funds en fonction du taux de chômage décalé, du taux des Fed Funds décalé et de l'IPC décalé. Tous ces éléments sont sur une échelle différente. Lorsque l'on examine ces résultats, ce qui est important, c'est essentiellement l'importance du rapport signal-bruit pour l'estimation de ces paramètres autorégressifs, des paramètres vectoriels autorégressifs. Ainsi, pour les fonds fédéraux, vous pouvez examiner les valeurs T. Les valeurs T supérieures à 2 sont certainement très intéressantes. Les valeurs T supérieures à 2 sont certainement très significatives. Vous pouvez voir que lorsque le coefficient du taux de chômage est négatif, 0,71, si le taux de chômage augmente, nous nous attendons à ce que le taux de la Fed baisse le mois suivant. Et le taux des fonds fédéraux pour le décalage 1 a une valeur T de 7,97. Il s'agit donc maintenant de modèles sur les différences. Si le taux des fonds fédéraux a été augmenté le mois dernier ou le trimestre précédent, il est probable qu'il le sera à nouveau. Cela s'explique en partie par la lenteur avec laquelle l'économie réagit aux changements et par le fait que la Fed ne veut pas choquer l'économie avec des changements importants de ses taux directeurs. Une autre chose à noter ici est qu'il y a en fait un coefficient négatif sur le terme de retard 2 des fonds fédéraux, un coefficient négatif de 0,17. Pour interpréter ce type de modèle, je pense qu'il est utile de se dire que si les fonds fédéraux sont inférieurs à T, cela équivaut à moins 0,71 fois le taux de chômage. De T-1. Ensuite, nous avons plus 0,37 fois les fonds fédéraux, donc T fois 1. C'est le delta. Puis moins 1,8 fois les Fed Funds. Donc T-2. 5. Dans l'interprétation de ces coefficients, on notera que ces deux termes correspondent à 0,19. 6. Fois la variation des Fed Funds, il y a un leg plus 0,18 fois la variation de ce taux. Ainsi, lorsque des décalages multiples entrent en jeu dans ces modèles, il est possible de les interpréter en envisageant différentes transformations, essentiellement au niveau des variables sous-jacentes. Sous cette forme, vous pouvez voir que les Fed Funds ont tendance à changer de la même manière que le mois précédent. Mais il peut aussi changer en fonction de la double variation du mois précédent. Il y a donc un certain degré d'accélération des fonds fédéraux qui est pris en compte ici. L'interprétation de ces modèles nécessite donc parfois une certaine prudence. Je trouve ce type d'analyse très utile. Passons donc au sujet suivant. Les sujets d'aujourd'hui vont donc commencer par une discussion sur la cointégration. La cointégration est un sujet majeur de l'analyse des séries temporelles, qui traite de l'analyse des séries temporelles non stationnaires. Dans la discussion précédente, nous avons abordé la question de la non-stationnarité des séries en prenant les différences premières pour éliminer cette non-stationnarité. Mais il se peut que nous perdions certaines informations avec cette différenciation. La cointégration fournit un cadre dans lequel nous caractérisons toutes les informations disponibles pour la modélisation statistique, d'une manière très systématique.
Introduisons donc le contexte dans lequel la cointégration est pertinente. Elle est pertinente lorsque nous avons un processus stochastique multivarié, qui est intégré à un certain ordre, D. Et être intégré à l'ordre D signifie que si nous prenons la dième différence, alors cette dième différence est stationnaire. Si l'on considère une série temporelle et qu'on la trace dans le temps, on constate qu'une série temporelle stationnaire est quelque chose qui a une moyenne constante dans le temps. Il y a une moyenne constante. Et la variabilité est également constante. Avec d'autres séries temporelles, elle peut augmenter linéairement au fil du temps. Et une série qui augmente linéairement avec le temps, si vous prenez les différences premières, cela tend à éliminer cette tendance linéaire. Si des différences d'ordre 7 supérieures sont nécessaires, cela signifie que 8 qu'il y a une certaine courbure quadratique, disons, qui peut exister dans les données qui sont extraites. Cette différenciation est donc nécessaire pour obtenir la stationnarité. Si le processus a une représentation vectorielle autorégressive malgré sa non-stationnarité, il peut être représenté par un décalage polynomial des x égale au bruit blanc epsilon. Et le polynôme phi de L va avoir un terme factoriel de 1 moins L, essentiellement la première différence à la puissance D. Ainsi, si la prise en compte de la différence d'ordre d'une série la ramène à la stationnarité, nous pouvons exprimer ce vecteur autorégressif de cette manière. Ainsi, l'étoile phi de L représente essentiellement le processus autorégressif vectoriel stationnaire sur les dièmes séries différentes. Maintenant, comme il est dit ici, chacune des séries composantes peut être non stationnaire et intégrée, disons, d'ordre 1. Mais le processus lui-même peut ne pas être intégré conjointement. Il se peut donc qu'il existe des combinaisons linéaires de nos séries multivariées qui sont stationnaires. Ces combinaisons linéaires représentent donc les caractéristiques stationnaires du processus. Et ces caractéristiques peuvent être apparentes sans regarder les différences. Ainsi, dans un sens, si vous vous concentrez uniquement sur les différences de ces séries multivariables non stationnaires, vous perdrez des informations sur la structure stationnaire des composantes contemporaines des séries multivariables. La cointégration traite donc de cette situation où certaines combinaisons linéaires des séries multivariables sont en fait stationnaires. Comment représenter cela mathématiquement ? Eh bien, nous disons que ce processus de série temporelle multivariée est cointégré s'il existe un vecteur bêta m tel que la définition de poids linéaire sur les x et bêta prime xt est un processus stationnaire. Le vecteur de cointégration de bêta peut être mis à l'échelle de manière arbitraire. Il est donc courant, si l'on a un intérêt, primaire peut-être, pour la première série de 9 composante du processus, de la fixer à 1. Et l'expression dit essentiellement que notre valeur au temps t de la première série est liée de manière stationnaire à une série linéaire 10. Combinaison des autres séries m-1. Il s'agit d'une relation de type équilibre à long terme. Comment cela se produit-il ? Eh bien, cela se produit de très nombreuses façons en économie et en finance. La structure des taux d'intérêt, la parité du pouvoir d'achat. Dans la structure des taux d'intérêt, essentiellement les différences entre les rendements des taux d'intérêt à différentes échéances, ces différences peuvent être stationnaires. Le niveau global des intérêts peut ne pas être stationnaire, mais les écarts devraient l'être. La parité du pouvoir d'achat en matière de change, si l'on considère la valeur des monnaies de différents pays, signifie que différents pays devraient être en mesure d'acheter les mêmes biens pour un prix à peu près équivalent.
Par conséquent, s'il existe des disparités dans la valeur des monnaies, la parité du pouvoir d'achat suggère que les choses reviendront à une certaine norme selon laquelle tout le monde paie en moyenne, au fil du temps, le même montant pour différents biens. Dans le cas contraire, il y aurait arbitrage. Demande de monnaie, parité des taux d'intérêt couvertes, loi du prix unique, spot et futur. Permettez-moi de vous montrer un autre exemple qui figurera dans l'étude de cas de ce chapitre. Visualisation, plein écran. Pensons au contrat à terme sur l'énergie. En fait, mardi prochain, le conférencier de Morgan Stanley sera un expert des contrats à terme et des options sur les matières premières. Cela devrait être très intéressant. Quoi qu'il en soit, j'examine ici les prévisions énergétiques de l'administration de l'information sur l'énergie. En fait, pour ce cours, l'une des choses que nous faisons est d'essayer d'obtenir des données librement accessibles aux étudiants. Ces données sont donc disponibles auprès de l'administration de l'information sur l'énergie du gouvernement, qui est désormais ouverte, donc je suppose qu'elles seront mises à jour au fil du temps. Ces contrats à terme sur l'énergie sont négociés sur le Chicago Mercantile Exchange. Il s'agit essentiellement de brut intermédiaire du Texas occidental et de brut léger. Nous avons ici une série chronologique qui va de 2006 à hier. Vous pouvez voir qu'au début de la période, le prix était d'environ $60, qu'il a ensuite augmenté. 11. Jusqu'à près de $140, puis qu'il est redescendu à environ $40. Ces derniers temps, il oscille autour de $100. 12. La deuxième série concerne l'essence RBOB. Il faut toujours vérifier. Il s'agit du stock de mélange reformulé pour l'essence oxygénée. Quoi qu'il en soit, les contrats à terme sur ce produit sont également négociés au centime. Et puis le fuel domestique. Ce qui se passe avec ces données, c'est que nous avons essentiellement une raffinerie qui traite le pétrole brut en tant qu'intrant. Elle le raffine, le distille et génère des produits, dont le fuel de chauffage, l'essence et d'autres produits tels que le carburéacteur et d'autres encore. Ainsi, si nous examinons les prix à terme de l'essence et du mazout de chauffage, par exemple, et que nous les mettons en relation avec le pétrole brut, il est certain que le coût de production de ces produits devrait dépendre du coût des intrants. J'ai donc, dans le graphique suivant, une traduction de ces contrats à terme en prix par baril. Il s'avère que le brut est coté en dollars par baril. Quant à l'essence et au mazout, ils sont exprimés en cents par gallon. On multiplie donc. Il y a 42 gallons dans un baril. Il faut donc multiplier les années précédentes par 42. Voici le graphique des prix des contrats à terme pour les mêmes unités de production par rapport aux intrants. Ce qui est évident ici, c'est que les prix à terme de l'essence, en bleu, sont systématiquement supérieurs aux prix à terme en vert, et il en va de même pour le fuel domestique. Et ces prix varient en fonction de celui qui est le plus élevé. Si l'on considère la différence entre, par exemple, le prix du fuel domestique et celui du pétrole brut, qu'est-ce que cela représente ? C'est l'écart de valeur entre la production et les intrants. Audience, inaudible coût de fonctionnement de la raffinerie. Professeur, donc le coût du raffinage. Prenons, par exemple, le fuel domestique moins le centilitré, par exemple, le RBOB moins le centilitre. C'est donc le coût du raffinage. Quel autre facteur pourrait entrer en ligne de compte ? Audience, caractéristique de l'offre et de la demande inaudible. Professeur, tout à fait. L'offre et la demande. Si un produit est beaucoup plus demandé qu'un autre, l'offre et la demande.
Autre chose. 13. Audience, peut-être que pour les résultats, si vous deviez trouver la différence entre les résultats, ce serait 14. Serait quelque chose de cyclique. Par exemple, en hiver, le mazout de chauffage aura beaucoup plus de valeur que l'essence, parce que les gens conduisent moins et que la demande est plus forte pour le chauffage des maisons. Professeur, absolument. C'est un facteur très important. Il y a des effets saisonniers qui déterminent l'offre et la demande. Nous pouvons donc considérer que les effets saisonniers affectent l'offre et la demande. Mais il est certain que l'on peut s'attendre à voir une structure saisonnière ici. Y a-t-il autre chose? Mettez votre chapeau de commerçant. Le profit, oui. La raffinerie doit faire des bénéfices. Il doit donc y avoir un certain niveau de profit qui soit acceptable et approprié. Tous ces éléments sont donc à l'origine de ces différences. Jetons un coup d'œil à ces différences. Il s'agit en fait des écarts de craquage. Dans le secteur du raffinage, le craquage est essentiellement la décomposition du pétrole en composants, en produits. En haut, la marge de craquage de l'essence. En bas, la marge de craquage du fioul domestique. On peut constater que les séries chronologiques semblent stationnaires. Il ne semble pas y avoir de tendance linéaire à la hausse. Mais il y a, bien sûr, de nombreux facteurs qui peuvent influer sur cette évolution. Avec cette motivation, comment pourrions-nous modéliser une telle série? Revenons à notre cours. Très bien, regardez, en taille réelle. Cette discussion va être très technique, mais en fin de compte, je pense qu'elle est assez simple. L'objectif de ce cours est de fournir une introduction à la notation, ce qui devrait donner l'impression que le processus de dérivation de ces modèles est très simple. Commençons donc par un rappel du modèle vectoriel autorégressif d'ordre P. Il s'agit de l'extension du cas univarié où nous avons un vecteur C de constante, M constante, et des matrices φ1 à φp correspondant essentiellement à la manière dont l'autorégression d'une série dépend de toutes les autres séries. Et puis il y a le bruit blanc multivarié et tâté, qui a une moyenne de 0 et une certaine structure. 15. Covariable. Et la stationnarité, si cette série était stationnaire, alors le déterminant de 7. 16. Le polynôme matriciel aurait des racines en dehors du cercle unitaire pour des raisons de complexité. Et s'il n'est pas stationnaire, certaines de ces racines se trouveront sur le cercle unitaire ou au-delà. Passons donc à ce cas non stationnaire et supposons que le processus est intégré d'ordre 1. Donc, si nous prenions les différences premières, nous aurions la stationnarité. La dérivation du modèle se fait en convertissant l'équation autorégressive vectorielle originale en une équation qui se rapporte principalement aux différences, mais qui comporte également quelques termes supplémentaires. Commençons donc le processus en soustrayant la valeur retardée du vecteur multivariant de la série originale. Nous soustrayons donc xt-1 des deux côtés, et nous obtenons delta xt égale à c plus φ1 moins imxt-1 plus le reste. Il s'agit donc d'une étape très simple. Nous soustrayons simplement la série multivariante décalée des deux côtés. Ce que nous voulons faire, c'est convertir le deuxième terme de la ligne du milieu en un terme de différence. Que faisons-nous alors? Nous pouvons soustraire et ajouter φ1 moins im fois xt-2. Si nous procédons à cette soustraction et à cette addition, nous obtenons alors le delta xt et c'est plus un multiple du delta xt-1 plus multiple de xt-2. Nous avons donc réduit les équations aux différences entre les deux premiers termes ou entre la série actuelle et la série retardée.
Mais nous avons ensuite la série originale pour les retards T-2. Nous pouvons continuer ce processus avec la troisième. En fin de compte, nous obtenons l'équation suivante, la différence de la série est égale à une constante plus un multiple matriciel de la première différence de la série multivariante, plus une autre matrice multipliée par la deuxième différence, jusqu'à la pième différence, ou la P moins la première différence. Mais à la fin, nous nous retrouvons avec des termes à P et retard qui n'ont pas de différence. Nous avons donc pu représenter cette série comme une fonction autorégressive des différences. Mais il reste également un terme sur la série. 17. Indifférencié à la fin. Et où cet argument peut en fait se poursuivre en éliminant les différences dans l'autre sens. 18. En commençant par le pième décalage et en allant vers le haut. On peut alors représenter cela comme un delta xt de C plus une certaine matrice multipliée par la série retardée plus diverses matrices multipliées par les différences remontant à P moins un retard. En fin de compte, ce modèle pour delta xt est une constante plus une matrice multipliée par la série décalée précédant ou le premier décalage de la série temporelle multivariée, plus divers décalages autorégressifs de la série différenciée. Ces notes vous donnent donc les formules pour cela, et elles sont très faciles à vérifier si vous les parcourez une par une. L'expression du modèle exprime le modèle de processus stochastique pour la série de différences. Cette série de différences est stationnaire. Nous avons éliminé la non-stationnarité du processus. Cela signifie donc que le côté droit doit également être stationnaire. Ainsi, les termes qui sont des multiples matriciels des retards de la série différenciée seront stationnaires car nous prenons simplement des retards de la série temporelle multivariée stationnaire, la série différenciée. Mais ce terme πxt doit également être stationnaire. Ce terme πxt contient donc les termes de cointégration. L'ajustement d'une sorte de modèle vectoriel autorégressif cointégré implique l'identification de ce terme, πxt. Et étant donné que la série originale avait des racines unitaires, il faut que π, la matrice, soit singulière. Il s'agit donc essentiellement d'une transformation des données qui élimine cette racine unitaire dans la série globale. La matrice π est donc de rang réduit, et elle est soit de rang 0, auquel cas il n'y a pas de relation de cointégration, soit de rang inférieur à M. La matrice π définit donc les relations de cointégration. Ces relations de cointégration sont les relations du processus qui sont stationnaires. Cette série multivariée contient donc beaucoup d'informations sur les valeurs contemporaines de la série. Il existe une structure stationnaire à chaque point dans le temps, qui peut être la cible de la modélisation. Cette matrice π est de rang R inférieur à 19. ML peut donc être exprimée sous la forme alpha bêta prime, ou C. 20. Matrice de rang R alpha et bêta. Et les colonnes de bêta définissent des vecteurs linéairement indépendants qui cointègrent X. Et la décomposition de π n'est pas unique. Vous pouvez en fait, pour toute matrice inversible R par R, définir un autre ensemble de relations de cointégration. Ainsi, dans la structure d'algèbre linéaire de ces problèmes, il y a fondamentalement un espace de dimension R où le processus est stationnaire, et la façon dont vous définissez le système de coordonnées dans cet espace dépend de vous ou est soumise à un certain choix. Comment estimer ces modèles ? Eh bien, Sims, Stock et Watson ont obtenu un résultat plutôt intéressant. En fait, Christopher Sims, a reçu le prix Nobel il y a quelques années pour ses travaux en économétrie. Il s'agit donc d'un travail assez important qu'il a réalisé.
Quoi qu'il en soit, avec Stock et Watson, ils prouvent que si vous estimez un modèle vectoriel autorégressif, l'estimateur des moindres carrés du modèle original est fondamentalement suffisant pour effectuer une analyse de ce processus vectoriel autorégressif cointégré. Les estimations des paramètres obtenus en ajustant simplement le vecteur autorégressif sont cohérentes pour les paramètres sous-jacents. Et elles ont des distributions asymptotiques identiques à celles des estimateurs du maximum de vraisemblance. Ainsi, les estimations des moindres carrés des paramètres du vecteur autorégressif conduisent à une estimation de la matrice π. Et les contraintes sur la matrice π, qui sont fondamentalement π et de rang réduit, se maintiendront asymptotiquement. Revenons donc à l'équation précédente, pour voir si elle nous semble familière. Ce que dit ce travail, c'est que si l'on ajuste le modèle de régression linéaire en régressant la série des différences sur le décalage de la série plus les décalages des différences, les estimations des moindres carrés de ces paramètres sous-jacents nous donneront des estimations asymptotiquement efficaces de ce processus global. Nous n'avons donc pas besoin d'utiliser de nouveaux outils pour spécifier ces modèles. 21. Il existe une littérature avancée sur les méthodes d'estimation de ces modèles. Jorenson décrit l'estimation du maximum de vraisemblance lorsque les termes d'innovation sont normalement 22. Distribués. Cette méthodologie applique la méthode de régression à rang réduit et produit des tests permettant de déterminer le rang de la relation de cointégration. Et ces méthodes sont mises en œuvre dans nos paquets. Voyons ce qu'il en est. Permettez-moi de revenir sur le voyons voir. L'étude de cas sur les données relatives à l'écart entre les prix du crack passe en fait par une sorte de test de non-stationnarité dans ces séries sous-jacentes. Et en fait, pourquoi ne pas vous montrer cela? Revenons en arrière. Si vous voyez ceci, pour les données sur les écarts de craquage, en regardant les contrats à terme sur le pétrole brut, on peut évaluer le contrat à terme sur le pétrole brut pour voir s'il n'est pas stationnaire. Il existe un test de Dickey-Fulé augmenté pour la non-stationnarité. Il comporte une hypothèse nulle selon laquelle le modèle ou la série n'est pas stationnaire, ou qu'il existe une racine unitaire, et une hypothèse alternative selon laquelle ce n'est pas le cas. Le test de l'hypothèse nulle de non-stationnarité donne une valeur P de 0,164 pour CLC1, le premier contrat le plus proche, le contrat du mois le plus proche des contrats à terme comme le brut. Les données suggèrent donc que le brut a une distribution non stationnaire intégrée d'ordre 1. Et le Hocken a également une valeur de test pour la non-stationnarité de 0,3265. Nous ne pouvons donc pas rejeter la non-stationnarité ou la racine unitaire dans ces séries avec ces statistiques de test. En analysant les données, cela suggère que nous devons tenir compte de cette non-stationnarité lorsque nous spécifions les modèles. Voyons s'il y a des résultats ici. Pour cette série, les notes d'étude de cas vont permettre d'effectuer cette procédure de Jorenson pour tester le rang du processus cointégré, et ce test comporte différentes statistiques pour vérifier si le rang est 0, 1, inférieur ou égal à 1, ou inférieur ou égal à 2. Et ce test comporte essentiellement différentes statistiques de test pour vérifier si le rang est 0, 1, inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Et l'on peut voir qu'il y a une marge, la statistique de test est presque significative au niveau de 10% pour la série. 23. Global. Il n'est pas significatif pour le rang inférieur ou égal à 1. Ces résultats ne suggèrent donc pas une forte non-stationnarité, mais il est certain que la non-stationnarité n'est pas supérieure au rang 1 pour la série, et le vecteur propre. 24.
correspondant à la relation de stationnarité est donné par ses coefficients de 1 sur le futur pétrole brut, 1,3 sur le RBOB et moins 1,7 sur le fioul domestique. Cela suggère donc qu'il existe une variabilité considérable dans ces contrats à terme sur l'énergie. Ce qui semble stationnaire, c'est une combinaison linéaire de brut, d'essence et de mazout de chauffage. Et si l'on se demande pourquoi cette combinaison se fait de cette manière, il y a toutes sortes de facteurs que nous avons passés en revue, le coût du raffinage, l'offre et la demande, la saisonnalité, qui influencent les choses. Ainsi, lorsqu'elles sont analysées, en ignorant en quelque sorte la saisonnalité, ces combinaisons linéaires semblent être stationnaires dans le temps. Et alors? Audience, pourquoi avez-vous choisi d'utiliser les prix à terme plutôt que les prix au comptant? Et comment avez-vous combiné les données avec les inaudibles réels? Professeur, j'ai choisi cette option parce que si les raffineurs veulent couvrir leurs risques, ils se tourneront vers le marché à terme pour le faire. En travaillant avec ces données, on peut donc envisager les problèmes de couverture des risques de production des raffineries. Voilà pourquoi. Audience, inaudible. Professeur, ok, l'administration de l'information sur l'énergie fournit des données historiques qui indiquent le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois pour chacun de ces contrats. J'ai donc choisi le contrat du premier mois pour chacune de ces caractéristiques. Ces 10 contrats sont les plus liquides. En fonction de ce que l'on cherche à couvrir, on utilisera peut-être des périodes plus longues. Il existe de très bons problèmes financiers traitant de la couverture de ces types de risques, ainsi que de la négociation de ces types de risques. Les traders peuvent essayer d'exploiter les mouvements à court terme de ces risques. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai consulter ces notes de cas plus tard. Elle fournit quelques détails sur les estimations des coefficients. On peut ainsi se faire une idée de la manière dont ces éléments sont spécifiés. 25. Revenons donc en arrière. Le prochain sujet que je souhaite aborder est celui des modèles linéaires d'espace d'état. Il s'avère que nombre de ces modèles de série temporelle, utilisés en économie et en finance, 26, peut être exprimé sous la forme d'un modèle linéaire de l'espace d'état. Je vais d'abord présenter la notation générale, puis illustrer cette notation générale à l'aide d'un certain nombre d'exemples différents. La formulation est la suivante, nous avons un vecteur d'observation au temps t, yt. Il s'agit de notre série temporelle multivariée que nous modélisons. J'ai choisi une dimension k pour les observations. Il y a un vecteur d'état sous-jacent de m dimensions, qui caractérise essentiellement l'état du processus à l'instant t. Il y a un vecteur d'erreur d'observation à l'instant t, epsilon t. Il est donc k par 1 également, correspondant à i. Et il y a un vecteur d'erreur d'innovation de transition d'état, qui est n par 1, qui peut en fait être différent de m, la dimension du vecteur d'état. Dans la spécification de l'espace d'état, nous allons donc spécifier deux équations, l'une pour la façon dont les états évoluent dans le temps et l'autre pour la façon dont les observations ou les mesures évoluent, en fonction des états sous-jacents. Concentrons-nous d'abord sur une équation d'état qui décrit comment l'état évolue de l'état au temps t à l'état au temps t plus 1. Comme il s'agit d'un modèle linéaire d'espace d'état, l'état à t plus 1 sera une fonction linéaire des états à l'instant t plus un certain bruit. Et ce bruit est donné par état t qui est un bruit blanc indépendant, identique, ou normalement distribué avec une matrice de covariance Qt définie positivement. Et Rt est une transformation linéaire de ces éléments, qui caractérise l'incertitude dans les états particuliers.
Il y a donc une grande flexibilité dans la façon dont les choses dépendent les unes des autres. Pour l'instant, cela ressemble à beaucoup de notations. Mais au fur et à mesure que nous le verrons dans différents cas, vous verrez comment ces termes entrent en jeu. Et ils sont très simples. Nous considérons donc des transformations linéaires simples des états plus le bruit. L'équation d'observation ou de mesure est une transformation linéaire des états sous-jacents plus le bruit. La matrice ZT est donc la matrice des coefficients d'observation. Et le bruit ou les innovations epsilon t sont, nous le supposerons, indépendants. 27. Identiquement, distribué, normal multivarié, inaudible une matrice de covariance, AHT. Pour être tout à fait général, l'indice T signifie que la covariance peut dépendre du temps T. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est possible. Ces deux équations peuvent être écrites ensemble dans une équation conjointe où nous voyons que l'état sous-jacent au temps Ts est transformé avec T sub T en l'état à T plus 1 plus le terme d'innovation résiduelle. Et l'équation d'observation YT et ZT simplifie cela. Nous représentons donc la manière dont les états évoluent dans le temps et dont les observations dépendent des états sous-jacents dans cette équation conjointe. Et la structure de cette sorte de fonction linéaire des états plus l'erreur, le terme d'erreur U ici est normalement distribué avec la matrice de covariance oméga, qui a cette structure. Il s'agit d'une diagonale en bloc. Nous avons la covariance des epsilons comme H. Et la covariance de RT état T est RT-QT RT transposé. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous prenons une matrice de covariance d'une fonction linéaire de variables aléatoires donnée par une matrice, il s'agit de cette fonction linéaire, R, multipliée par la matrice de covariance multipliée par la transposée. Ce terme entre donc en jeu. Voyons donc comment un modèle d'évaluation des actifs financiers avec des bêta variables dans le temps peut être représenté comme un modèle linéaire d'espace d'état. Vous vous souviendrez que nous avons discuté de ce modèle il y a quelques cours, où le rendement excédentaire d'une action donnée, RT, est une fonction linéaire du rendement excédentaire du portefeuille du marché, RMT, plus l'erreur. Nous allons maintenant étendre le modèle précédent en ajoutant la dépendance temporelle, T, aux paramètres de régression. L'alpha n'est pas une constante. Il va varier avec le temps. Et le bêta va également varier dans le temps. Et comment varie-t-il dans le temps? Nous allons supposer que l'alpha T est une marche aléatoire gaussienne. Et le bêta est également une marche aléatoire gaussienne. 28. Avec cette configuration, nous obtenons l'expression suivante pour l'équation d'état. Ok, l'équation d'état, qui est juste les paramètres inconnus, c'est l'alpha et le. 29. L'état à l'instant T est ajusté à l'état à l'instant T plus 1 en ajoutant simplement ces termes de marche aléatoire. Il s'agit donc d'un processus très simple. Nous avons l'identité multipliée par l'état précédent plus l'identité multipliée par ce vecteur d'innovation. Ainsi, sin plus 1 est égal à tt, sin plus rt est à t, où cette matrice, t sub t et r sub t sont triviaux. Il s'agit simplement de l'identité. État T a une matrice de covariance qui est simplement donnée par Qt sigma carré nœud, sigma carré epsilon. Il s'agit peut-être d'une manière complexe de représenter ce modèle. Mais elle place ce modèle simple dans ce cadre basé sur les états linéaires. L'équation d'observation est donnée par cette expression qui définit la matrice ZT comme l'élément unitaire de RMT. Il s'agit donc essentiellement d'un vecteur de ligne ou d'une matrice de ligne, d'une matrice à une ligne. Et epsilon t est le processus de bruit blanc.
En rassemblant ces équations, nous obtenons l'équation de la transition d'état et l'équation d'observation. Nous avons cette forme pour cela. Examinons maintenant un deuxième cas de modèle de régression linéaire dans lequel nous avons eu n bêta variables dans le temps. D'une certaine manière, le cas que nous venons d'examiner est un cas simple. Mais examinons un cas plus général où nous avons p variables indépendantes, qui peuvent varier dans le temps. Nous avons donc un modèle de régression presque tel que nous l'avons considéré précédemment. Yt est égal à xt, transposé bêta t plus epsilon t. La différence est que nos coefficients de régression, bêta, sont autorisés à changer au fil du temps. Comment évoluent-ils dans le temps? Eh bien, nous allons supposer qu'ils suivent également des marches aléatoires indépendantes avec des variances des marches aléatoires qui peuvent dépendre de la composante. L'équation conjointe de l'espace d'état est donc donnée par l'identité multipliée par sim plus état t. Il s'agit essentiellement du processus de marche aléatoire pour les paramètres de régression sous-jacents. Et Yt est égal à xt transposé fois les mêmes 30. Paramètres de régression plus l'erreur d'observation. Je suppose qu'il est inutile de dire que si nous considérons le cas spécial où le processus de marche aléatoire est dégénéré, et qu'il s'agit essentiellement de pas de taille 0. 31. Nous obtenons alors le modèle de régression linéaire normale. Si nous devions spécifier l'implémentation linéaire de l'espace d'état de ce modèle et considérer des estimations successives des paramètres du modèle dans le temps, alors ces équations nous donneraient des estimations récursives pour mettre à jour les régressions au fur et à mesure que nous ajoutons des valeurs supplémentaires aux données, des observations supplémentaires aux données. Examinons les modèles autorégressifs d'ordre P. Le modèle autorégressif d'ordre P pour une série temporelle univariée a la configuration donnée ici. Le décalage polynomial de la variable réponse Yt est égal à l'innovation epsilon t. Et nous pouvons définir le vecteur d'état comme étant égal au vecteur de p valeurs successives du processus. Nous obtenons ainsi une combinaison de l'équation d'observation et de l'équation d'état, où l'un des états est en fait égal à l'observation. Et en fait, avec cette définition d'un état du vecteur au point temporel suivant, t, qui est égal à cette transformation linéaire du vecteur d'état de décalage plus ce terme d'innovation. J'ai laissé tomber le micro. La notation montre donc la structure de l'évolution de ce modèle linéaire d'espace d'état. Fondamentalement, l'équation d'observation est la combinaison linéaire des 5 multiples des décalages des valeurs plus le résidu. Et les décalages précédents des états sont simplement les identités multipliées par ces valeurs, décalées. Il s'agit donc d'une structure très simple pour le processus autorégressif en tant que modèle linéaire d'espace d'état. Nous avons, comme je viens de le dire, pour la matrice de transition, T sub T, cette matrice et l'équation d'observation sélectionnent essentiellement le premier élément du vecteur d'état, qui n'a pas d'erreur de mesure. Cela simplifie donc les choses. Le modèle de moyenne mobile d'ordre Q peut également être exprimé comme un modèle linéaire d'espace d'état. Rappelez-vous, le modèle de moyenne mobile est un modèle dans lequel notre variable de réponse, I, est simplement une combinaison linéaire d'innovation, Q innovation passée. Et ce vecteur d'état, si nous le considérons 32. Comme étant simplement Q retard des innovations, alors la transition de ces états sous-jacents est donnée par l'expression suivante. 33. Ici. Et nous avons une équation d'état, une équation d'observation, qui a ses formes pour ces différentes matrices de transition et pour la façon dont les termes d'innovation sont liés.
Permettez-moi de terminer par un exemple montrant le modèle de moyenne mobile autorégressive. Il y a de nombreuses années, il était très difficile de spécifier les méthodes d'estimation pour les modèles autorégressifs à moyenne mobile. Mais la mise en œuvre de ces modèles en tant que modèle linéaire d'espace d'état a grandement facilité les choses. Avec le modèle ARMA, la configuration est essentiellement une combinaison des processus de moyenne mobile autorégressive. Nous avons un processus autorégressif des I égale à une moyenne mobile des résidus ou des innovations. Il est pratique, dans la configuration des modèles linéaires d'espace d'état, de définir la dimension M, qui est le maximum de P et Q plus 1, et d'envisager un décalage polynomial d'ordre M pour chacune de ces deux séries. Et nous pouvons essentiellement contraindre ces valeurs à être 0 si M est supérieur à P ou si M est supérieur à Q. Et Harvey, dans un travail très important réalisé en 1993, a en fait défini une représentation particulière de l'espace d'état pour ce processus. Je pense qu'il est important de savoir qu'avec ces modèles linéaires d'espace d'état, il s'agit de caractériser la structure dans un espace à m dimensions. Il y a souvent un choix dans la manière de représenter les états sous-jacents. Il est possible de reparamétrer les modèles en considérant les transformations linéaires invertibles des états sous-jacents. Permettez-moi de revenir sur ce point. Cette matrice, T sub T est sain, le sain peut être remplacé par une transformation linéaire de sain, tant que nous multiplions le T sub T par l'inverse de cette transformation. Le choix de la spécification de notre espace d'état linéaire est donc flexible. Il existe donc de nombreux modèles d'espace d'état linéaire équivalents pour un processus donné, en fonction de la manière exacte dont vous définissez les états et la matrice de transformation sous-jacente, T. La beauté du travail d'Harvey a été de parvenir à une belle représentation des états, où nous avions des formes très simples pour les différents états de l'espace d'état linéaire. 34. Matrice. Les notes de cours présentent la dérivation de ce processus pour le processus ARMA. Et cette dérivation est, je veux juste passer par le premier cas juste pour mettre en évidence la façon dont l'argument se déroule. Nous avons fondamentalement cette équation, qui est l'équation originale pour un processus ARMA-PQ. Et Harvey dit, eh bien, définissons le premier où l'état autant t comme étant égal à l'observation autant t. Si nous faisons cela, alors comment cette équation se rapporte T-L au fondamentalement, c'est l'état au point de temps suivant, t plus 1, est égal à phi 1 fois l'état autant t, plus un deuxième état autant t et une innovation résiduelle, état t. En choisissant le premier état comme valeur d'observation à ce moment-là, nous pouvons résoudre le deuxième état, qui est donné par cette expression en réécrivant notre équation modèle en termes de S1t, S2t et état t. Ainsi, S2t est la fonction des observations et de état t. Il s'agit donc d'une spécification très simple du deuxième état. Quel est l'élément de ce second état étant donné la définition du premier? On peut procéder de manière itérative en se débarrassant des observations et en les remplaçant par des états sous-jacents. En fin de compte, on obtient cette forme très simple pour la matrice de transition, T. Fondamentalement, la première colonne de la matrice T contient les composantes autorégressives. Et cette matrice R contient le vecteur des composantes de la moyenne mobile. C'est donc une très bonne façon de représenter le modèle. C'est un travail très intelligent qu'il a réalisé. Mais ce que l'on peut voir, c'est que ce modèle de base, dans lequel les états transitent selon une transformation linéaire de l'état précédent plus l'erreur, et l'observation est une fonction des états actuels, plus l'erreur ou non, selon la formulation, est la représentation.
Avec tous ces modèles, l'une des raisons pour lesquelles la modélisation linéaire de l'espace des états est en fait efficace est que leur spécification est entièrement spécifiée par le filtre de Kalman. Ainsi, avec cette formulation des modèles linéaires d'espace d'état, le filtre de Kalman, en 35. Tant que 36 est le calcul récursif des fonctions de densité et de probabilité pour les états sous-jacents à l'instant t plus 1, compte tenu des informations disponibles jusqu'à l'instant t, ainsi que la densité conjointe de l'état futur et de l'observation future à l'instant t plus 1, compte tenu des informations disponibles jusqu'à l'instant t. Il s'agit également de la distribution marginale de la prochaine observation compte tenu des informations disponibles jusqu'à l'instant t. Je vais donc vous expliquer comment le filtre de Kalman est mis en œuvre et défini. La mise en œuvre du filtre de Kalman nécessite une certaine notation qui est un peu complexe, mais nous espérons l'expliquer de manière à ce qu'elle soit très simple. Il existe fondamentalement des moyennes conditionnelles des états. S sub t given t est la valeur moyenne de l'état au moment t compte tenu des informations jusqu'au moment t. Si nous conditionnons à t-1, il s'agit alors de l'espérance de l'état au moment t compte tenu des informations jusqu'à t-1. Et yt t-1 est l'espérance de l'observation compte tenu de l'information jusqu'à t-1. Il existe également des covariances conditionnelles et des erreurs quadratiques moyennes. Toutes ces covariances sont déterminées par des oméga. L'indice correspond aux états, S, ou à l'observation, I. Fondamentalement, l'ensemble de conditionnement est soit l'information jusqu'au temps t, t-1 ou t-1 dans le second cas. Nous voulons calculer la matrice de covariance des états compte tenu de l'information, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire l'information jusqu'au temps t, t-1. Ces matrices de covariance sont donc l'espérance de l'état moins leur espérance sous le conditionnement fois l'état moins la transposée de l'espérance. C'est la définition de cette matrice de covariance. Les différentes définitions correspondent donc au fait que nous conditionnons ou non l'information. Les innovations ou résidus d'observation sont la différence entre une observation, yt, et son estimation compte tenu des informations disponibles jusqu'à t-1. Les résidus dans ce processus sont donc les résidus d'innovation, une période à l'avance. Le filtre de Kalman comporte 4 étapes. Nous voulons essentiellement, premièrement, prédire le vecteur d'état un pas en avant. 37. Ainsi, étant donné notre estimation du vecteur d'état au temps t-1, nous voulons prédire ce vecteur d'état au temps t. Et nous voulons également prédire l'observation au temps t étant donné notre estimation du vecteur d'état au temps 2-1. Ainsi, au temps t-1, nous pouvons estimer ces quantités. Inaudibles. À t-1, nous pouvons essentiellement prédire l'état et l'observation. Et nous pouvons estimer le degré d'erreur de ces estimations, grâce à ces matrices de covariance. La deuxième étape consiste à mettre à jour ces prédictions pour obtenir notre estimation de l'état compte tenu de l'observation à l'instant t et pour mettre à jour notre incertitude sur cet état compte tenu de cette nouvelle observation. Fondamentalement, notre estimation de l'état à l'instant t est un ajustement de notre estimation en fonction des informations disponibles jusqu'à t-1, plus une fonction de la différence entre ce que nous avons observé et ce que nous avons prédit. Cette matrice de fonction GT est appelée matrice de gain du filtre. Elle caractérise essentiellement la manière dont nous ajustons notre prédiction de l'état sous-jacent en fonction de ce qui s'est passé. Il s'agit donc de la matrice de gain du filtre. À chaque observation, nous obtenons donc des informations sur la nouvelle valeur du processus. Cette information est caractérisée par la matrice de gain du filtre.
vous remarquerez que l'incertitude de l'état à l'instant t, cet oméga s de t étant donné t, est égale à la matrice de covariance étant donné t-1. Il s'agit donc de notre niveau initial d'incertitude ajusté par un terme qui nous indique la quantité d'informations que nous avons obtenues à partir de ces nouvelles informations. Remarquez donc qu'il y a un signe moins ici. En fait, nous réduisons notre incertitude sur l'état étant donné les informations sur l'innovation que nous avons observées. Ensuite, il y a une étape de prévision qui est utilisée pour prévoir l'état d'une période à venir, qui est simplement donnée par cette transformation linéaire de l'état précédent. Nous pouvons également mettre à jour notre matrice de covariance pour les états futurs en fonction de l'état précédent en appliquant cette formule récursive d'estimation des covariances. 38. Nous disposons donc d'algorithmes de prévision qui sont de simples fonctions linéaires de ces estimations. Enfin, il y a une étape de lissage qui consiste à caractériser l'effet de lissage. 39. L'espérance conditionnelle des états sous-jacents, compte tenu des informations contenues dans l'ensemble de la série temporelle. En règle générale, les filtres de Kalman sont appliqués de manière séquentielle au fil du temps, on prédit une étape, on met à jour cette prédiction, on prédit une autre étape, on met à jour les informations sur les états. Ce processus global consiste à calculer la fonction de vraisemblance pour ces modèles linéaires d'espace d'état. Le filtre de Kalman est donc essentiellement utilisé pour les prévisions successives du processus, mais aussi pour nous aider à identifier les paramètres du modèle sous-jacent à l'aide des méthodes du maximum de vraisemblance. Ainsi, la fonction de vraisemblance pour le modèle linéaire de l'espace d'état est essentiellement là, où la log-vraisemblance est la log-vraisemblance de l'ensemble de la série de données, compte tenu des paramètres inconnus. Mais cela peut être exprimé comme le produit des distributions conditionnelles de chaque observation successive, compte tenu de l'historique. Ainsi, la vraisemblance de θ est la vraisemblance de la première observation multipliée par la densité de la deuxième observation compte tenu des premières fois et ainsi de suite pour l'ensemble de la série. La fonction de vraisemblance est donc essentiellement une fonction de tous ces termes que nous avons calculés avec le filtre de Kalman. Le filtre de Kalman fournit tous les termes nécessaires à l'estimation. Si les termes d'erreur sont normalement distribués, les moyennes et les variances de ces estimations caractérisent en fait les distributions exactes du processus. En fait, si les séries d'innovation sont toutes des variables aléatoires normales, le modèle linéaire de l'espace d'état ne fait que prendre des combinaisons linéaires de normales pour les états sous-jacents et pour les observations réelles. Les distributions normales sont entièrement caractérisées par leurs vecteurs moyens et leur matrice de covariance. Le filtre de Kalman permet de mettre à jour ces distributions pour toutes les caractéristiques d'un modèle, les états sous-jacents et les distributions des observations. Voilà donc une brève introduction au filtre de Kalman. Finissons en. Je vous remercie de votre attention. 40.